Bon, ben Raph, je pense que c'est l'heure de finir. L'heure de finir ta saison, Luc. Ouais, l'heure de finir ma saison. Ce fut une saison incroyable comme guide à Fast-Gouli. J'ai capoté. Je vous cacherai pas que je suis en réadaptation totale. Je viens de passer l'été à me réveiller sur le bord d'un lac puis à partir l'électricité avec une génératrice. Maintenant, je me retrouve à me faire réveiller par un truck de poubelle puis il y a des... T'as-tu ça chez vous, toi, une télévision? Télévision, ouais. C'est le monde normal, normalement, ils ont des télévisions. Ça fait du bruit, ça, une télévision. Hein? Je suis comme pas habitué, ça me stresse. Là. On dirait que, pour vrai, la plus grosse adaptation de Sherbrooke à Bonaventure, Fast-Gouli, c'est la, je vais dire, pollution auditive, même si je sais pas si c'est une pollution, mais c'est juste que tu es habitué au son de la nature versus son de ville. C'est deux mondes, là. C'est quoi la plus belle expérience que tu as retenue de cet été? La plus belle expérience pour moi, ça a été, je vais dire, la rivière Bonaventure au complet, de pôler un canot jusqu'au client à voir. Jusqu'à tomber en bas de ton canot. Ah, t'es pas obligé de tout mentionner. Là. Bon, il y a eu un petit coup de vent, j'ai glissé doucement sur le côté de mon canot. Voilà tout. C'est peut-être pas la plus belle expérience, mais bon, si vous voulez le savoir, c'est arrivé une fois, ouais, ma pôle qui m'a barré des mains puis que je tombe en bas de mon canot un beau matin à 7 degrés. C'est l'expérience. L'expérience qui rentre, c'est magnifique. Toi, de ton côté, Raph, donnes-tu encore des cours à ce date-ci? C'est pas mal terminé. Il me reste quelques élèves en coaching, mais principalement, là, la plupart de mes cours sont terminés. Ça a été une saison incroyable. Là. Beaucoup d'achalandage. Puis du monde vraiment intéressé à en savoir plus. Puis c'est ça qui est intéressant présentement, c'est que on a des élèves qui avaient suivi des cours d'initiation puis qui reviennent d'année en année parce qu'ils ont vraiment pogné la piqûre. Puis c'est là que je vois un peu l'effet du podcast, là. Le monde suit le cours, puis là, on les envoie vers le podcast. Ils peuvent continuer d'apprendre de leur côté, puis ensuite, ils reviennent nous voir. Fait qu'on les tient connectés là, à une source d'apprentissage. C'est vrai que c'est très cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis aujourd'hui, on va encore être connecté à une source d'apprentissage. Et pas non seulement, c'est un verbe, ça. Puis, ça compte, pas non seulement, c'est parfait. Non seulement pour... tout le monde chez Coda, tout le monde qui écoute le podcast, mais ça va être une source d'apprentissage pour nous aussi, parce qu'on a avec nous Guillaume Morin. Salut Guillaume. Hey, salut Raph. Hey, salut Luc. C'est correct. Ça va bien. Salut Luc. Salut Raph. Salut Raph. Ouais, c'est parfait, tout le monde est présenté. Aujourd'hui, tu es là, on va juste mentionner le sujet là, parce que c'était quand même important. On parle des stylettes des Grands Lacs. Exactement. C'est vraiment hot comme pêche. Je t'avais vu parler de ça au Forum CP à Sherbrooke. Tu avais fait une présentation. C'était combien de temps ta présentation? C'est une présentation d'environ 1 et quart. Là, on couvrait vraiment là, le sujet de manière générale. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Là. C'est sûr que c'est en partie basé sur des recherches que j'ai faites. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de temps à perdre puis que j'aime ça fouiller là, puis lire des recherches sur différents sujets, mais aussi sur mon expérience de pêche là, parce que j'ai eu la chance de pêcher la stylette autant dans les Grands Lacs que dans le système de la Skeena là, en Colombie-Britannique. Fait qu'on va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Ah, c'est tellement nice. Avant de tomber dans le vif du sujet, on va essayer de faire ton background parce que là, je me souviens, là, j'étais en Gaspésie, j'étais dans un temps où je mouchais à truite l'été, c'était quand même... la pêche à la mouche faisait pas partie de toute ma vie encore, puis je te voyais, Guillaume Morin, parler sur Pêche à la mouche Québec, qui est un groupe Facebook que tu gères, que tu es administrateur, je pense même que tu as fondé ce groupe-là. Ouais, ça fait déjà plusieurs années, là, j'ai pas la date exacte en tête, mais ouais, j'ai fondé le groupe Pêche à la mouche Québec avec mon ami Charles Gauthier, qui est mon partenaire principal de pêche, puis
éventuellement, on a invité des gars avec qui on s'entendait bien, Benoît Farcy, que vous connaissez bien, puis Christian Bélanger au départ. Éventuellement, mon ami Louis, là, qui habite à Rimouski, puis ça a grandi, puis là, on est rendu à plus de 9000 membres, là, ce qui était au début un petit forum de discussion entre amis a pris de l'ampleur. C'est un peu dur à gérer des fois, mais bon, on fait notre possible. Possible, qui est très très bon. Ce groupe-là m'impressionne franchement, surtout au nombre de temps que tu passes à répondre aux questions des gens. J'ai vraiment l'impression que ce groupe-là a à cœur le partage de ta passion puis l'espèce d'éducation ou d'amélioration de la pêche à la mouche au Québec. C'est tout un succès. Moi, ça m'impressionne franchement. Félicitations. Merci Luc. J'essaye de collaborer quand j'ai du temps. Sinon, à part de ça, depuis cette année, tu es instructeur chez Caudal aussi. Ça a été un ajout à l'école qui est vraiment nice. Comment tu trouves ça, première année d'instructeur? C'est vraiment le fun. Écoute, moi, dans la vie, je suis enseignant au secondaire. Donc, tout ce qui est l'enseignement, là, la pédagogie, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Puis, je suis passionné de pêche, mais je suis aussi passionné d'enseignement. Donc, c'est quelque chose que je trouvais tout naturel. Puis, j'ai découvert mes limites cette année. Là. J'ai appris beaucoup. Là. Une chance qu'on a des gens comme Raph puis comme Carl pour nous épauler chez Caudal parce que, écoute, je pensais arriver là puis être vraiment à l'aise là, comme prof, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre encore. Mais c'est vraiment cool. Puis c'est tu sais, ton profil est tellement parfait pour nous autres. Oui, le background d'enseignement, mais tu sais, on connaît tous beaucoup de lanceurs, des très bons lanceurs, mais l'enseigner, c'est complètement autre chose. Puis des fois, c'est là qu'on réalise que ça nous prend des outils supplémentaires. Puis non, ça a été super cool cet été de starter ça avec Guillaume. Là. Pour t'avoir vu au Forum C, pour t'avoir vu jaser de pêche à la mouche, je pense que le commentaire que tu as fait, c'était très humble. J'étais très, très humble. Je t'ai vu aller, puis t'as beaucoup à apprendre, mais t'as déjà beaucoup appris. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Je suis persuadé que t'es bon. Je t'ai pas vu enseigner parce que j'étais en Gaspésie, mais je mettrais 1000% de tout ce que j'ai, savoir que t'es très bon. À part de ça, ambassadeur, OK, Loop, tu te promènes un peu partout avec ça? Ouais, ben écoute, j'ai eu la chance d'être recruté là, dans l'équipe par Fred il y a de cela une couple d'années déjà, puis on a vraiment développé là, une belle complicité d'équipe. On est une gang qui est vraiment dynamique, puis je me retrouve là-dedans. Là, c'est pas juste flasher la compagnie, comme certains peuvent penser. C'est vraiment, on a vraiment créé des liens, là, puis les gars de la gang d'Ouké s'est rendu vraiment des amis. On se voit à l'extérieur. Des occasions de pêche puis des salons, puis on partage beaucoup, on pêche ensemble. Puis, c'est sûr que quand tu as une passion comme la pêche à la mouche, c'est quelque chose qui coûte cher. Fait qu'à un moment donné, quand il y a du monde qui te donne la chance de le faire à moindre coût, c'est vraiment le fun. Puis, aujourd'hui, là, je peux en parler. J'ai appris que j'allais être rédacteur là, pour le prochain magazine Ouké. Fait que, c'est un partenariat qui se développe puis qui évolue. Je trouve ça vraiment le fun. Puis encore une fois, c'est comme je disais tantôt, là, c'est directement en lien avec ma passion pour la pêche puis ma passion pour enseigner. Ça me permet d'écrire des articles puis de partager des informations qui sont, dans le fond, le fruit des recherches que je fais un peu à temps perdu. Là. Fait que je suis bien content de ça. Wow. C'est malade, là, quand même. J'ai bien hâte de te lire. Pour moi, mettons, je suis tout troublé en ce moment parce que ce fut comme, à cause de Pêche à la Mouche Québec, ton groupe Facebook, ce fut... Hey, j'aimerais ça rencontrer ce gars-là. Aujourd'hui, on est en podcast ensemble. Je trouve ça vraiment nice. C'est comme fucké, mais c'est cool. L'autre projet, Mouche Café? Ouais, ben ça, c'est plus... c'est vraiment à petite échelle. Ça, c'est mon petit bébé. Là, c'est mon blog personnel. Puis, c'est sûr que là, avec l'opportunité que j'ai avec le magazine Ouké, Mouche Café va peut-être prendre un peu une pause pendant un certain temps, mais c'est un endroit où je m'amuse quand je m'amuse à faire des recherches, c'est souvent le fruit de discussions là, qui ont lieu sur Internet. Je parle à du monde, puis là, on jase d'un sujet, puis je suis pas satisfait, mettons, du niveau de profondeur d'information que je suis allé chercher là-dedans. Fait que là, je commence à lire des articles universitaires sur des recherches, sur que ce soit la manipulation des poissons, la remise à l'eau, la reproduction, puis tout le kit. Puis
un moment donné, ben, je trouve que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, fait que je mets tout ça sur mon blog personnel, puis j'essaie d'écrire des choses pertinentes là, pour que les gens qui sont comme moi, là, puis qui aiment pêcher, puis qui aiment apprendre des nouvelles affaires, ça leur donne une porte d'entrée. Tu sais, j'essaie de synthétiser les informations que je trouve, j'essaie de toujours citer mes sources. Fait que à partir de ce que j'écris, les gens peuvent faire leur propre recherche, puis aller fouiller les sources que moi j'ai fouillées, puis éventuellement développer leur propre connaissance. Puis tu sais, le but, c'est pas... tantôt, t'as dit, mon commentaire était humble, mais bien humblement, le but, c'est pas c'est pas de dire que je sais des choses ou quoi que ce soit, c'est plus d'amener les gens à découvrir par eux-mêmes ces informations-là. C'est pour ça que généralement, sur Mouche Café, je reste dans un genre de domaine plus généraliste pour que tout le monde soit capable de le lire puis que tout le monde soit capable de trouver leur compte. Puis après ça, s'ils veulent aller plus loin, je leur donne les liens d'articles pour aller lire vraiment en détail ce qui a été écrit sur ce sujet-là. Tu le vulgarises de façon accessible, puis ça prend plus de monde comme toi dans le monde de la pêche à la mouche. Je sais que l'information est plus accessible que jamais là, sur Facebook, sur Internet, tous les sites web. Je me souviens, quand j'ai commencé la pêche à la mouche, il y a peut-être 13 ans, il y avait, je pense que c'était le Forum Québec Pêche, la seule place où est-ce que je réussissais à aller chercher de l'information. Maintenant, à la minute que je me pose une question, je tape sur Google qu'est-ce que je recherche, puis je réussis à tomber sur un paquet d'articles avec des bonnes références. Ça peut être des références comme le site web à Guillaume. Fait que je trouve ça génial. Là. Ouais, c'est malade. Fait que c'était bon. Je suis satisfait de ce tour d'horizon-là. Ouais, t'as ta place au podcast. Ouais. Là, c'est assez. Là. Guillaume, pourquoi la steelhead? Écoute, la steelhead, c'est un poisson qui est accessible, premièrement. C'est sûr que là, si on parle de le pêcher en Colombie-Britannique, c'est des coûts qui sont assez considérables, mais si on parle de pêcher dans les tributaires des Grands Lacs, c'est relativement accessible. Si on prend comme point de repère la ville de Montréal, on est à 5-6 heures de route. Là. C'est moins loin qu'aller pêcher le saumon atlantique en Gaspésie. La plupart des rivières sont à accès public, donc il n'y a pas de coût à défrayer. Étant donné qu'on est résident canadien, le prix du permis de pêche annuel en Ontario est pas si dispendieux. Je pense que ça tourne autour d'une quarantaine de dollars. Je ne l'ai pas acheté cette année là, avec la pandémie et tout, mais de mémoire, ça tourne autour d'une quarantaine de dollars, ce qui fait que c'est pas si cher. Puis ça nous permet de pêcher une truite parce que c'est considéré comme étant une truite, mais on va voir tantôt là, que ça ne l'est pas vraiment. Mais c'est quand même une truite de très bonne dimension. On peut trouver des poissons là, de 5, 7, 10 livres, 12, 15 livres, des fois, quand on est chanceux. C'est des poissons de bonne dimension qui sont extrêmement combatifs, acrobatiques, puis tout ça sans avoir à être des pêcheurs extrêmement expérimentés, puisque on pêche généralement sur des rivières qui sont de petites dimensions. Fait que ça ne demande pas une précision de lancer qui est vraiment là, qui est très très grande. Là. Fait que c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment le fun comme pêche. Ça a l'air nice. Raph, c'est-tu nice? Ah oui, c'est nice, mais moi je suis... tu savais tellement où tu t'en allais. Ouais, j'étais prêt. J'attendais, j'avais assez hâte de le plugger. T'as dit que j'étais tombé en bas de mon canot. J'étais comme, je vais tellement y renvoyer à la POC tantôt. Pour ceux-là qui nous écoutent, là, il y a un running gag chez Codal, puis moi je suis l'homme qui ne prend pas de steelhead. J'y ai été plusieurs fois. Je prends pas de barreiller puis je prends pas de steelhead. Toutes les fois j'y étais. Premièrement, quand j'arrive là, il y a un déluge, la rivière elle déborde. Puis en plus, ben j'en ai jamais pris puis je sais jamais vraiment quoi faire. Ça va me prendre vraiment un guide la prochaine fois que j'y vais. J'étais vraiment excité du podcast à soir parce que c'est clair que je prends des notes. J'ai un crayon puis j'attends juste que Guillaume parle à soir. Là. Ça se peut que je sois très silencieux à soir dans le podcast, mais c'est pas parce que je suis pas là, c'est juste parce que j'écoute tout puis je prends des notes parce que je suis tanné de me faire écœurer. C'est correct, Raph. Toi, t'es le gars qui prend pas de steelhead, moi je suis le gars qui prend pas de saumon. Chacun son affaire, tu sais. C'est correct. Excusez, j'ai essayé de penser qu'est-ce que je prenais pas, puis j'ai pas été capable. Mais si jamais je pense à quelque chose, je vous en parle, les gars. Mais en fait, j'ai jamais vraiment essayé la steelhead, donc ça compte pas. Je vous dirais que ma seule expérience, c'est de Rivière-à-Saumon à Rivière-Saint-Anne. J'ai pris une steelhead de 2 livres
en pêchant le saumon. Donc ça compte pas, je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. On parle du mot steelhead depuis tantôt. Steelhead, appellation anglaise pour une truite qui est une arc-en-ciel, qui est quoi? Ben, en fait, la steelhead, c'est une truite arc-en-ciel. Fait que c'est un poisson du genre Oncorhynchus, qui est, dans le fond, là, qui regroupe la majorité des truites puis des saumons du Pacifique. La steelhead, c'est la Oncorhynchus micis. C'est une des 7 espèces qu'on retrouve sur la côte ouest américaine. Là, juste pour introduire bien le sujet, là, on va parler des 7 espèces. Il y a ce qu'on appelle le saumon rose, le pink salmon, qui est le Oncorhynchus gorbucha, le chum salmon ou saumon keta, Oncorhynchus keta, le sockeye, nerka, le koho, kizuch, et le chinook, chawicha. On ajoute à ça le cutthroat, qui est le Oncorhynchus clarki, et finalement la steelhead, la truite arc-en-ciel, qui est le Oncorhynchus micis. La truite arc-en-ciel se retrouve dans 2 formes, si on pourrait dire. Il y a sa forme résidente, qui est une truite de plus petite dimension, qui a une diète majoritairement insectivore. On la reconnaît par sa couleur là, argentée, verdâtre, puis elle a des points noirs sur tout le corps. Mais c'est des truites qui sont généralement plus petites. C'est rare que dans sa forme résidente, on trouve des truites excessivement grosses. Puis c'est des truites qui sont généralement plus courtes puis un peu plus trapues. Dans sa forme anadrome, celle qu'on appelle la steelhead, c'est une truite qui va manger du poisson, qui va se nourrir généralement en mer, puisque à l'origine, c'est un poisson qui, anadrome, ça veut dire qui vit dans l'eau salée, qui se nourrit dans l'eau salée, mais qui va aller frayer en eau douce en remontant les rivières. Elle a une couleur beaucoup plus argentée. Sa couleur va changer un peu avec le temps, un peu comme le saumon atlantique. Sa couleur va changer avec le temps qu'elle va passer en rivière. Donc, elle va devenir un peu plus cuivrée. Puis sa ligne rose sur le côté va devenir beaucoup plus marquée. Là, plus elle va passer de temps en rivière. Généralement, elle n'a pas de point noir en bas de la ligne latérale. Fait que des fois, on pêche dans des rivières puis on se demande si on a pêché une truite anadrome ou une truite résidente. Ça peut être une bonne indication là, lorsqu'elle n'a pas de point noir en bas de la ligne latérale. Généralement, ça indique que c'est une truite anadrome. Elle a un poids beaucoup plus important. Puis, elle va généralement avoir une forme plus élancée, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus longue puis son corps va être moins épais. Mais encore là, certains spécimens là, vont avoir vraiment un corps beaucoup plus trapu. Là. Mais c'est une truite qui est pas mal plus grosse là, que la truite arc-en-ciel résidente. Ouais, mettons au Québec, là. Au Québec, nous, à part, là, j'ai parlé en Gaspésie, j'en avais pris une, mais généralement, pour nous, si on reste dans le Québec, la truite anadrome, la truite arc-en-ciel qui est en mer, qui va aller frayer en rivière, un peu comme un saumon, on n'en a pas tant que ça, là. Ben, c'est pas quelque chose qui est vraiment implanté, mais cette année, là, si on suit un peu ce qui se passe sur les rivières à saumon du Québec, il y a la rivière Matane là, qui a ouvert la pêche à la truite arc-en-ciel en anadrome là, en dehors de la pêche de la période de pêche au saumon. Parce que ici au Québec, dans les rivières à saumon, c'est considéré comme une espèce invasive. Donc, les organisations, là, les organisations qui gèrent les rivières veulent limiter leur présence en rivière. Donc, ils ouvrent la pêche, puis la conservation. C'est sûr qu'ils vont encourager là, la rétention des poissons. Parce que il y a une compétition entre les alevins de truite arc-en-ciel anadrome et les alevins de saumon atlantique. Chaque rivière a une capacité maximale là, d'accueillir un certain nombre de poissons. C'est pas tant pour les poissons adultes, puisque les poissons anadromes, généralement, vont pas être en rivière longtemps. C'est plus pour leurs bébés. Une fois qu'ils vont éclore, ils vont avoir besoin de se nourrir pour grandir puis éventuellement assurer leur survie et retourner en mer. Mais si on retrouve différentes espèces qui compétitionnent pour la nourriture, ça va être défavorable à des espèces plus sensibles comme le saumon atlantique. On en retrouve dans la rivière Malbaie. On en retrouve aussi dans la rivière du Gouffre. Et on commence à en retrouver dans certaines rivières en Gaspésie. Il y en a qui ont été capturés dans la rivière Nouvelle. Mais c'est pas quelque chose qui est très répandu. Là. On parle pas de grandes montaisons comme il peut y avoir dans les tributaires du lac Ontario ou comme en Colombie-Britannique. Rivière Sainte-Anne. Non, il y en a un petit peu. Donc, fait que si on veut vraiment pêcher la steelhead, il faut. Ben, pas il faut. Ben, pour nous, l'idéal, ça serait les tributaires des Grands Lacs, comme que tu as fait. Donc, tributaires des Grands Lacs. Les Grands Lacs, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a-tu dans tous les Grands Lacs? Il y en a dans la majorité des Grands Lacs, mais pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le lac Ontario, étant donné sa proximité avec le Québec. Mais pour ceux qui sont plus aventureux, là, il y a moyen de dépasser ça, puis il y en a pas mal partout.
On va en parler un peu tantôt là, quand je vais parler de l'histoire de la Steelhead. Là. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Ah, ben ça, c'est super nice. Il y en a partout. Il y en a tout le temps. Pour nous, c'est-tu accessible tout le temps? Non, ben, c'est pas un poisson qui est présent en rivière à l'année. Quoique, si on prend leur aire de répartition naturelle, c'est-à-dire la côte ouest américaine, le nord des États-Unis, puis la côte ouest canadienne jusqu'en Alaska, c'est un poisson qui va être présent en rivière à l'année puisqu'il y a des montaisons à l'année. Par contre, les poissons qui ont été implantés dans les Grands Lacs, il y a 2 souches principales qui ont été implantées, puis on les retrouve généralement tardivement à l'automne, genre mois de novembre. Et il va en avoir qui va monter tranquillement tout l'hiver, mais la plus grosse montaison va se faire au mois d'avril, début mai, pour la reproduction qui a lieu vraiment au mois de mai. C'est le moment où il va y avoir le plus de truites arc-en-ciel en rivière. Là. C'est vraiment pour la reproduction. Donc, okay. L'idéal, c'est de la pêcher soit tard à l'automne, l'hiver ou au printemps. Fait que la truite arc-en-ciel qui se tient dans les Grands Lacs, mettons... une partie de l'hiver, majoritairement, rendu au printemps, elle va aller frayer dans les tributaires. Ouais. Puis ensuite de ça, l'été, il y en a un petit peu moins. Puis il va y avoir une autre reproduction à l'automne ou elle se déplace à l'automne pour éventuellement passer l'hiver là? Elles vont toutes se reproduire au printemps, mais il y a comme des montaisons hâtives. Là. Il y a des truites arc-en-ciel qui vont monter beaucoup plus tôt à l'automne, pendant l'hiver, mais elles vont vraiment attendre le printemps avant de se reproduire, là, quand la température de l'eau va être favorable. Mais c'est un comportement un peu comme le saumon atlantique là, qui remonte les rivières fin mai, début juin, mais qui va frayer seulement à la fin de l'été, voire même pendant l'automne. Là. Ok, là je comprends mieux. Donc, et là, tantôt on parlait d'un poisson de mer, côte ouest, la Steelhead qui doit pas être... c'est implanté au Grand Lac, là. Ouais, exactement. Ben, originalement, là, comme je disais, c'est un poisson qui a été qui est originaire là, de la côte ouest nord-américaine, mais elle a été implantée à plusieurs endroits dans le monde, là, dont les Grands Lacs qui sont reconnus pour ça, mais il y en a aussi en Amérique du Sud, dans le Rio Santa Cruz, il y en a qui se retrouvent aussi dans le Kamchatka, donc c'est un poisson sportif qui est très populaire, puis il a été implanté à plusieurs endroits dans le monde là, pour justement permettre la pêche sportive à l'arc-en-ciel. Ça vous fait-tu capoter, vous autres, que genre ils prennent une souche de l'Ouest, puis ils la mettent des Grands Lacs, puis ça marche? Ouais, ça fait depuis longtemps, là. On parle de premiers ensemencements dans les années 1814-1876, là. Je sais pas si tu te rends compte, là, mais ça fait comme 200... Ben, peut-être pas 200 ans, là, mais genre 150 ans solides, là. On est en 2020, fait que 150 ans, 2024, on est proche de ça. C'est des poissons qui ont été prélevés puis qui ont été implantés. C'est sûr que avec la conquête de l'Ouest puis tout, le monde a découvert ça puis ils capotaient là, fait qu'ils ont amené ça du côté sur la côte est, ça a pas été long, mais ils en ont mis dans le lac Michigan, dans le lac Huron. En 1878, ils en ont mis dans le lac Ontario. Ça a été ensemencé par l'État de New York. Puis ensuite de ça, encore dans les années 1800, genre 1882-1883, ils en ont ensemencé dans le lac supérieur. Fait que ça fait qu'il y en a dans 5 des Grands Lacs. Puis on trouve, non seulement on trouve des truites arc-en-ciel matures, mais on trouve aussi des alevins. Ils n'ont pas ensemencé des truites qui sont stériles. Donc, il y a une reproduction qui est effective là, dans les rivières des Grands Lacs. Ce qui fait que la population se renouvelle. Puis, tu sais, à l'origine, c'est des poissons qui ont été implantés parce qu'il y avait des... oui, il y a la pêche sportive, là, mais avec le trafic maritime, ils ont eu des gros problèmes de poissons envahisseurs, comme le cisco, par exemple, qui est comme un petit poisson blanc, qui est devenu vraiment surreprésenté dans les Grands Lacs. Ils ont essayé d'ensemencer de la truite grise qui était là à l'époque. C'était pas suffisant parce qu'ils se retrouvaient pas dans la même colonne d'eau. Donc, ça avait de la misère à contrôler la population. Ils ont mis du saumon chinook, du saumon rose, du saumon coho. Ensuite, ils ont mis de la steelhead. Fait que là, ils se retrouvent avec des poissons sur toute la colonne d'eau qui sont capables de contrôler la population des poissons à pas. Fait que, tu
sais, il y avait vraiment là, un besoin là, d'ensemencer des poissons parce que c'est sûr qu'à l'époque, avec les pêches commerciales intensives, ils ont vraiment enrayé les populations de poissons naturels des Grands Lacs. Fait qu'il y avait besoin de réinsérer des poissons. À l'époque, là, il y avait du saumon atlantique qui remontait de la mer puis qui se rendait jusque dans les tributaires des Grands Lacs. Ça n'existe plus aujourd'hui. Là. Dans la rivière Châteauguay, que les gens pêchent pour la truite aujourd'hui, il y avait du saumon atlantique à l'époque. C'est ça, c'est inconcevable aujourd'hui. Maintenant, il y a combien de barrages, tu penses, de la mer jusqu'au Grand Lac? Ça doit être capoté, c'est sûr que ça monte plus. Et autre point qui me frappe pendant que tu parles, on parlait d'un poisson anadrome, donc un poisson qui fait en rivière en eau douce et ensuite en mer eau salée. Maintenant, celui des Grands Lacs, c'est plus anadrome, c'est eau douce à eau douce. Ouais, ils appellent ça potamodrome, là. C'est, OK. Ouais. Wow! C'est des poissons qui vont vivre un peu comme les Wananish du lac Saint-Jean qui remontent les rivières pour frayer. À l'origine, la Wananish, c'est un salmo salar, là, donc c'est un saumon atlantique. Puis, il a gardé son comportement migrateur, ce qui fait qu'il va vivre dans une grande étendue d'eau pour se nourrir pendant sa période où il se nourrit, là. Puis éventuellement, il va remonter en rivière. C'est la même chose pour les steelheads. C'est des poissons qui ont la capacité de vivre autant en eau douce qu'en eau salée. Donc, ils sont capables de s'adapter à leur environnement. C'est ce qui en fait un poisson qui est aussi extraordinaire, mais c'est ce qui en fait aussi un poisson problématique pour les rivières à saumon qu'on connaît, là, les problèmes qu'on connaît là, cette année, par exemple avec la rivière Matane. C'est-tu un poisson qui peut venir gros? Oui, vraiment gros. Là, on parle de... Ben, tu sais, vraiment gros. En Colombie-Britannique, dans son état naturel, il va devenir beaucoup plus gros que ce qu'on retrouve dans les Grands Lacs. D'autant plus que, étant un poisson de mer, là, puis ayant à nager dans les courants marins, sa densité musculaire va être plus forte, ce qui fait qu'un poisson de la même grosseur de mer va être plus lourd qu'un poisson de lac. Comme si on compare une Wananish de 30 pouces avec un saumon de 30 pouces, là, on va avoir deux poids différents. Mais ça reste des poissons qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Là. C'est fou raide quand même. Potamodrome, hein? J'ai resté tiqué. J'ai-tu bien dit? Ouais. Tu googleras la définition pour être sûr. Ouais, je suis vraiment content d'avoir appris ce mot-là. Merci de me potodromer. C'est vraiment... ça aussi, ça me fait vraiment capoter. Donc, un poisson qui est spécial, un poisson qui est accessible, qui est cool, qui est gros, qui est combatif. On part à la pêche. Je veux pêcher ça. Moi, en fait, j'ai déjà écrit à Guillaume. Ça a failli. J'ai flirté autour de ce poisson-là. Mais maintenant, après le podcast, au moins, la fois que je vais vraiment pouvoir y aller, je devrais avoir une idée de comment pêcher ça. Là. Ouais, ben, écoute, il y a différentes techniques là, qui sont possibles. C'est sûr qu'en fonction de que tu y ailles l'été ou l'hiver, ben, l'été, en fonction que tu y ailles tard en automne, en hiver ou au printemps, les techniques vont changer là, parce que le comportement du poisson n'est pas le même. C'est sûr qu'en automne, généralement, là, on a des poissons qui sont très combatifs, très forts, sont généralement un peu plus petits que les poissons du printemps. C'est ce qu'on appelle la souche Scamania. Il y a 2 souches là, qui ont été implantées dans les Grands Lacs. Non, mais... C'est correct. C'est parfait. C'est juste que tu connais tellement d'affaires, on est comme, ok, t'as un peu, là. Il y a deux... non, mais... on est partant pour les 2 souches, vas-y. Non, mais c'est parce que ça va changer la technique que tu vas utiliser. Mais c'est des poissons qui montent en plus petite quantité. Fait que généralement, on va faire plus de pêche de prospection. Tu sais, c'est pas parce que tu colles à un pool que tu vas avoir nécessairement du poisson dans le pool en automne. Les poissons vont monter de manière beaucoup plus sporadique. Puis... ils vont être plus difficiles à prendre. Généralement, on peut pêcher en mouvement en faisant des swings constants. Pêcher à la swing, c'est-à-dire lancer là, en travers de la rivière soit à 90 degrés ou à 45 degrés puis laisser la mouche dériver dans le courant avec une tension sur la ligne. Comme au saumon. Comme au saumon atlantique. Ouais, comme au saumon atlantique, exactement. Mais aussi, on va pêcher en dead drift ou en bottom bouncing. Deux techniques que je vais... Tu viens d'allumer des cloches pour probablement plusieurs auditeurs. Ben, on va parler en détail. Ouais. Mais c'est sûr que si tu pêches au printemps, c'est généralement ce qu'on appelle la souche Washington, qui vient de l'État de Washington aux États-Unis. Quand on pêche au printemps, il y a beaucoup plus de poissons.
les poissons en montaison qui sont actifs et qui bougent vont généralement prendre des pauses dans les pools, un peu comme le saumon atlantique. Là, quand on va avoir des fosses profondes, il va se retrouver plusieurs poissons, puis ils vont... évidemment, là, ils vont batailler pour avoir une place de choix là, dans le pool là, pour pouvoir rester là. Fait que ça va faire des poissons qui sont plus agressifs. À ce moment-là, on peut pêcher avec des mouches plus grosses, avec une présentation qui est plus agressive. Ensuite, on va avoir des poissons aussi qui vont être en déplacement. Fait que dans les runs, c'est dans les endroits assez profonds où il y a du courant et des obstacles, puis ils vont naviguer d'obstacle en obstacle pour aller se trouver sur les lieux de reproduction. Malheureusement, ce qu'on voit souvent là, quand on pêche dans les tributaires du lac Ontario, surtout lorsqu'on pêche en Ontario, où les rivières sont beaucoup plus petites que celles de l'État de New York, on voit des gens qui vont pêcher dans les endroits où les stylèdes sont visibles. Généralement, où les stylèdes sont visibles, c'est parce qu'elles sont sur les lieux de reproduction. Puis ça, c'est vraiment une pratique à proscrire, là, parce que déranger sur un poisson sur un nid, en fait, c'est pas éthique, là. Absolument. Donc, on essaie de pas faire ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère pêcher de manière beaucoup plus active dans les endroits où les courants sont forts ou dans les pools qui sont plus profonds, où là, on est sûr que les poissons ils ont pas commencé leur processus de reproduction. Ce problème-là, on l'a pas lorsqu'on pêche à l'automne, par exemple, parce qu'il n'y a pas de nid de steelhead. Par contre, il faut éviter de traverser les rivières partout, parce que là, il va y avoir les nids de Chinook puis les nids de Coho. Puis, ben... Non, mais c'est assez complexe, mais c'est important de le dire parce que généralement, les premières fois, tu sais, moi aussi, là, la première fois que je suis allé, je savais pas ça. Puis j'ai rencontré des gens, puis on m'a éduqué sur ça, puis maintenant je fais plus attention. Fait que si je peux partager cette expérience-là, puis faire que le monde fasse attention, c'est ça. Mais on parlait de technique de pêche. Ouais, c'est bon, alright. Je vais juste. On va ramener ça un peu, c'était malade pour eux. Moi, je suis super partant, ça me fait capoter. Admettons que je vais juste essayer qu'on condense ça un petit peu pour. Être sûr qu'on se retrouve dans un paquet d'informations pertinentes. La pêche de l'automne qui était la Scamania, si je ne me trompe pas, ça c'est la souche de steelhead qui était plus présente à l'automne. Exactement. Là, on faisait plus une pêche où on couvre du terrain. Dans le sens que est moins. Fait qu'on essaie de couvrir beaucoup d'eau pour les trouver parce qu'il y en a moins un peu partout. Voyez ça comme pêcher le saumon atlantique en juin. Là. Ouais. Okay? T'as des poissons qui sont en montaison. Sauf qu'au saumon atlantique, c'est les plus gros. Là, c'est pas nécessairement les plus grosses. Là. Mais c'est des poissons qui sont en montaison. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est important de couvrir beaucoup de territoire pour trouver les poissons. Puis, évidemment, on veut éventuellement faire mordre les poissons actifs. Quand on va pêcher en hiver, généralement, avec la baisse de la température, les poissons vont être beaucoup moins actifs. Donc, ils vont se concentrer dans les pools où ils vont avoir accès à de l'eau profonde avec moins de courant, qui vont demander moins d'efforts physiques vu que leur système est au ralenti à cause de la température de l'eau. Là, on va pêcher dans les pools, on va pêcher en nymphing, on va pêcher en bottom bouncing. Puis quand la température va commencer à réchauffer au printemps, les steelheads vont commencer à se réactiver. Donc, celles qui sont déjà en rivière vont commencer à chercher les nids. Vont commencer à créer leur nid pour frayer. Puis il va y avoir une grosse montaison qui va arriver aussi. Fait qu'on va avoir des poissons en mouvement, des poissons dans les pools, puis des poissons en déplacement pour trouver les nids. Donc, à ce temps-ci de l'année, ce temps-là, on pêche souvent sur du poisson. Donc, c'est plus de trouver une façon de faire mordre le poisson que de trouver du poisson. Ouais, c'est plus de trouver une façon où tu vas être tout seul sur ta fosse. Puis parce que c'est très populaire. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Il y a du monde au printemps, surtout au printemps, j'imagine. Ouais, ben, c'est comme dans tout, hein. Les gens aiment quand c'est facile. Fait que plus t'es proche des stationnements, plus il y a de monde. Plus la température est clémente, plus il y a de monde. C'est sûr que quand tu pêches au mois de décembre, qui fait moins 5, qui neige, qui mouille, qui grêle mélangé, que l'eau est haute et froide, il y a moins de monde que quand il fait 15-20 degrés dans les premières... à l'ouverture au mois de mai, puis que là... tu sais, la vie est belle, le monde pêche en t-shirt, puis là, ça leur dérange pas de marcher loin, puis d'être dans l'eau. Puis... Fait que moi, je préfère pêcher tard à l'automne parce que j'aime ça, pêcher seul. Mais la pêche de printemps, tu sais, si t'as pas peur de marcher puis de couvrir du territoire, tu vas réussir à trouver des spots pour être seul. Puis, tu sais, il y a beaucoup de poissons. Puis, si t'es chanceux, tu vas arriver juste après que les premiers poissons ont commencé à frayer. Puis là, tu vas pogner ce qu'on appelle des dropbacks. C'est les femelles qui ont déjà pondu leurs œufs sur les nids. Elles commencent à redescendre la rivière. Elles deviennent
super agressives parce qu'elles se remettent à nourrir. Puis pour vrai, là, elles mangent n'importe quoi. Tu peux soigner des grosses mouches pêchées en strip, puis ils vont attaquer ça. Tu sais, c'est quasiment comme une attaque de mosquée. Là. Ils vont faire 20 pieds dans la rivière, ils vont frapper ta mouche, puis ils vont être super acrobatiques. C'est sûr que c'est des moins gros poissons, parce que comme elles sont vidées de leurs œufs, ils sont beaucoup plus maigres, mais c'est des poissons qui sont agressifs. Mais sinon, tu pêches les poissons en montaison, là tu vas avoir ce qu'ils appellent les egg wagons, des grosses femelles pleines d'œufs, super lourdes, mais sont moins agressives, sont plus difficiles à prendre. Mais si t'es chanceux, quand tu pêches dans un pool, tu peux en pogner une qui est en montaison, puis elle va frapper ta mouche. Là. Les dropbacks, on peut pratiquement les comparer au saumon noir, dans le fond. C'est des saumons de dévalaison. Ouais, c'est des poissons de dévalaison, mais c'est comme... étant donné que c'est simultané, tu sais, il y a des poissons qui sont en montaison, il y a des poissons qui sont en frais, il y a des poissons qui sont en dévalaison. C'est pas comme... Tu sais, moi, je vois pas ça comme pêcher la saison du saumon noir, où là, on sait que c'est exclusivement du saumon en dévalaison. Comme les dropbacks, dans le milieu de la steelhead, c'est considéré comme étant moins glorieux, un peu comme poisson, parce qu'ils sont plus faciles à prendre. Là. Puis, personnellement, pour moi, un poisson, c'est un poisson, puis ils sont le fun à prendre pareil. Quand on pêche de manière sportive, puis quand on respecte le poisson, moi, je vois pas tant de problèmes, mais c'est sûr que c'est des poissons qui vont être moins puissants que les poissons en montaison. Mm-hmm. Ça reste, comme tu dis, des poissons de dévalaison. Ouais, je comprends. Puis on a un poisson, dans tous les cas, on a un poisson qui continue de s'alimenter. Ouais, ben, c'est peu documenté là, pour les Grands Lacs. Par contre, dans leur habitat naturel, là, en Colombie-Britannique, puis dans le nord des États-Unis, sur la côte ouest, c'est des poissons qui, contrairement au saumon atlantique, ils vont continuer à manger en rivière, là, même s'ils montent pour frayer. Donc, ça reste un poisson qui est théoriquement plus facile à prendre qu'un saumon atlantique. Ben, en partant, s'il mange, ça donne une chance. Je suis pas d'accord avec ça. Ça m'offusque un peu. Le masquinongé, il mange, puis vous en avez parlé dans le dernier podcast, puis on l'appelle pas le poisson aux 10 000 lancés pour rien. Là. Ah, ça c'est... Oh, regarde, c'est une question de condition ton affaire. Là. Tu vas t'en sortir. Là. Je suis confiant que tu vas finir par en prendre. Lâche pas. C'est full de bonnes informations. On envoie tout ça dans la technique de pêche. Tu as mentionné plusieurs mots tantôt. Swing, tu as dit que c'était un peu comme saumon atlantique. Soit on lance en face de nous dans le courant et ça dévale, ou avec un petit peu d'angle. Puis là, la mouche qui dérive dans le courant. Un peu comme qu'on a une approche pour plusieurs poissons lorsqu'on pêche en rivière. J'ai entendu nymphing, j'ai entendu bottom bouncing. Ça me travaille, là, je l'ai, là, ça me pogne d'un trip, on dirait. Peut-être ça me pogne la fesse un peu aussi. Là. Ça me tente d'entendre ça. Ouais, ben écoute... C'est sûr que là, j'utilise des termes anglophones. Là. C'est ce qui est répandu dans le monde de la pêche. Mais ouais, généralement, là, on va avoir 3 techniques. Il y a le swing, il y a le bottom bouncing, puis il y a le dead drift. Le dead drift, c'est probablement le plus connu. Là. C'est la dérive naturelle. C'est un peu comme quand on pêche à la sèche. C'est-à-dire qu'on va lancer en haut dans le courant et on va laisser la mouche dériver de manière très naturelle sans faire de tension sur la ligne. Au rythme du courant. Sauf que là, on va pas avoir une dérive naturelle qui est en surface, puisqu'on pêche pas à la sèche, on va pêcher à la nymphe ou avec des imitations d'œufs. Donc, on va pêcher au fond de l'eau. Donc, on va avoir une dérive naturelle qui est plus lente que le courant de surface. Parce que si vous savez comment un peu c'est quoi la dynamique d'une rivière, le courant qui est en surface est toujours plus rapide que le courant de fond. Donc, on veut ralentir légèrement la drift pour que la présentation soit le plus naturelle possible. Il y a plusieurs manières de faire ça. Soit qu'on va pêcher avec un fil de fluorocarbone relativement fin. C'est sûr que là, on va pêcher des poissons de quand même grosse dimension. Fait qu'on parle de fil de 8 livres à peu près. On peut même monter, là, dépendant de la saison. Puis dépendant aussi de la clarté de l'eau. Là. Si on est dans une eau très claire, on va favoriser un fil plus mince. Si on est dans une eau assez trouble, on peut y aller avec un fil plus gros. Mais on va pêcher avec une nymphe qui est lestée, un fil relativement fin, du fluorocarbone, parce que contrairement au monofilament, le fluorocarbone va caler naturellement. Sa densité est plus élevée que celle de l'eau. Donc, la mouche plombée va couler au fond et naturellement, elle va voyager au rythme du courant de fond. Donc, il faut laisser vraiment
la mouche voyager là, comme ça. Avec un peu de pratique, à un moment donné, on réussit à bien le sentir là, sur la canne. Sinon, on peut pêcher aussi en ce qu'on appelle le bottom bouncing, qui est un peu un dérivé du nymphing, sauf que là, on va forcer la dérive lente en mettant des plombs à peu près 3-4 pouces là, de notre mouche. Bon, c'est sûr que là, il y a du monde qui vont dire, là, en bottom bouncing, les gens, ils flossent. OK? Le flossing, c'est le principe là, de quand les gens vont essayer de faire passer le fil dans la bouche du poisson sans qu'il morde, puis qu'éventuellement, la mouche va venir le piquer à cause de la tension sur le fil. Pour éviter de flosser les poissons, faut éviter de, lancer notre appât plus loin que le poisson dans la rivière pour pas que le fil vienne y prendre dans sa bouche. Donc, on essaie de placer notre mouche proche de lui plus que notre fil. Puis, il faut pas laisser trop de fil entre nos plombs puis la mouche. C'est sûr que si tu mets des plombs puis que tu laisses 8-10 pouces, 15 pouces de fil avec une mouche plombée, fait que là, tu vas avoir des plombs puis une mouche qui vont frapper au fond puis le fil dans le milieu qui va accrocher la bouche de tous les poissons dans le chemin. Là. Fait que ça c'est pas une pratique qui est recommandée. En fait, c'est illégal de faire ça ici. Là. Faut que, pour qu'un poisson soit pris légalement, il faut qu'il ait pris la mouche de manière naturelle. Donc, pour éviter de flosser, puis pour présenter la mouche comme il faut, on met des split shots à peu près à 2-3 pouces, pas plus de notre mouche, puis on essaie de présenter la mouche là, le plus possible devant le poisson. Évidemment, une bonne lecture de rivière va aider. Là. Quand on connaît les courants, les contre-courants, on est capable d'un peu envisager où va se positionner le poisson pour avoir une position optimale dans le courant. Puis à ce moment-là, on peut faire des lancers qui vont viser ce poisson-là. Fait que ça, c'est vraiment là, le nymphing et le bottom bouncing. Ça veut-tu dire que le poisson se déplacera pas beaucoup pour prendre la mouche quand on utilise ce type de technique-là? Ben, c'est encore drôle, ça dépend encore de la saison. Là. J'ai vu des stylets là, se déplacer genre de 12-15 pieds pour venir frapper une imitation d'œuf. Okay. Puis j'ai déjà vu aussi des stylets de chasser une stone, tu sais, se revirer sur une drift de nymphe puis venir frapper une stonefly 10 pieds plus bas dans le drift alors que la stylette était en haut. Mais tu sais, c'est sûr que si on pêche en hiver, le poisson est moins actif. Là. C'est un peu, il faut voir ça comme une pêche à la truite d'hiver. Il faut avoir une dérive qui est lente, qui est précise, puis des mouches qui sont généralement petites. Malgré qu'on pêche des gros poissons, lorsqu'on pêche en hiver, on peut pêcher très petit, là, 10, 12 dans les grosseurs de mouches, 14 même. Quand on pêche au printemps, on peut grossir un petit peu plus parce que là, on a des poissons en montaison qui sont plus agressifs. On a des poissons de dropback aussi qui ont faim. Donc, ils vont prendre des plus grosses offrandes. OK. C'est intéressant. C'est quand même un paquet d'informations. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé du flossing, tu as parlé des plombs sur... mettre des plombs au bout de notre mouche, que tu pensais sûrement à un plomb split shot qu'on va pincer sur notre bas de ligne. Ouais, exactement. Ben... comme quand on pêchait au ver de terre là, quand on était enfant. Là. Tu sais, t'en as parlé, puis même j'en parle des fois des techniques où on utilise des ponts où on passe près des poissons, puis automatiquement, on passe un petit peu en mode défense parce que il y a eu de l'abus de certaines personnes qui se servaient de ces techniques-là pour accrocher les poissons dans le côté ou pour faire du flossing, comme tu pensais. On peut prendre pour acquis que les gens qui écoutent le podcast, on veut vraiment prendre des poissons. On fera pas exprès pour blesser des poissons ou accrocher des poissons. Puis c'est une technique qui, j'ai pas envie, c'est pas l'impression que tu m'as donné, mais j'ai pas envie qu'on pense que c'est pas correct ou qu'on devrait pas utiliser. C'est efficace, là, ça marche. Là. Même pour d'autres espèces au Québec, ça marche. Là. Ça marche. On peut pêcher à la truite comme ça. Tu sais, en Europe, il y a ce qu'ils appelle la pêche au toc, là. Qui est la même technique, mais avec un appât naturel, en fait. C'est qu'ils vont laisser dériver le plomb, puis l'appât naturel va juste descendre au rythme du courant. C'est pas une technique qui est nouvelle, puis c'est une technique qui est efficace. C'est juste que, c'est comme dans tout, hein. Quand on parle des gens qui pêchent avec des tubes en cuivre ou des tubes en laiton là, au sommet atlantique, les gens vont dire « Ah, mais, tu sais, ils vont essayer de snaguer, de piquer le poisson dans le dos, dans le côté, mais, tu sais, pourquoi j'en parle? Je sais que c'est quelque chose qui est répandu, c'est une croyance qui est répandue, mais pourquoi j'en parle? T'sais? Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pour l'éducation des gens, puis je pense que mieux les gens sont informés, moins les gens vont avoir tendance à avoir des comportements comme ça sur les rivières.
dans la mesure où on respecte les normes légales, par exemple sur la Salmon River dans l'État de New York, dans ce qu'on appelle le Fly Zone, il y a des périodes de pêche précises, là, c'est écrit là, sur le site du ministère de l'État de New York. Il y a des périodes de pêche où c'est interdit de pêcher avec des poids ajoutés sur la ligne. Donc, c'est important de respecter les règles, mais dans la mesure où c'est permis, c'est une technique qui est efficace et c'est une technique qui peut se pratiquer de manière éthique. Puis, c'est une technique qui peut se faire pour aller chercher un poisson qui va être moins actif puis de réussir à le faire mordre. Donc, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est juste quelque chose qu'il faut bien faire et il faut le faire de manière consciente et éthique. Yes, merci de ta précision. Autre commentaire, autre mot qui m'a frappé, tantôt tu as parlé d'immunisation, ça aussi c'est un autre verbe, j'en ai des verbes moi, si t'en veux des verbes tu m'appelles, je t'en donne. Tu as parlé d'imitation d'œuf. Pourquoi une imitation d'œuf? Ben, c'est quelque chose qui est quand même documenté là, puis c'est quelque chose qu'on retrouve chez diverses espèces. Il y a ce qu'on appelle, on va rentrer dans les termes, là, la compétition intraspécifique. Ça, c'est, dans le fond, c'est le principe qui fait qu'un poisson, dans le fond, surtout un poisson mâle, là, mais les poissons femelles aussi peuvent avoir ce comportement-là. Un poisson veut pas qu'il y ait un autre bagage génétique que le sien qui soit présent dans la rivière. OK? Donc, lorsqu'il va voir des œufs passer, ça veut dire que c'est des œufs qui se sont libérés de nid. Il va avoir tendance à les mâchouiller pour éviter que ces œufs-là soient fertiles, en fait. Parce qu'il veut pas que ce soit autre que son propre bagage génétique qui soit dans la rivière. Tu sais, c'est pas une question de volonté, là, c'est très instinctif comme comportement, mais c'est ça. Il y a aussi la compétition extra-spécifique. Ça veut dire que le poisson veut pas qu'il y ait d'autres espèces qui soient présentes dans la rivière autres que lui. Même s'il réfléchit pas que des fois, ces espèces-là, ça peut être sa nourriture. Mais bon, c'est très instinctif encore. Ce qui fait que on va utiliser des imitations d'œufs qui vont ressembler à des œufs de steelhead pour stimuler le comportement de compétition intraspécifique. Et on va utiliser souvent ce qu'on appelle des sucker spawn, qui est des imitations d'œufs de meunier, en fait, qui vont imiter des... Ben, je me répète, hein, des œufs de meunier, Ouais. parce que la steelhead, elle va vouloir éliminer cette espèce-là de la rivière. Donc, ça va stimuler son comportement agressif. Encore là, le comportement n'est pas présent tout le temps, chez tous les poissons, dans toutes les conditions. Ça, par exemple, je pourrais pas vous dire à quel moment il faut utiliser ça, à quel moment il faut pas utiliser ça. Encore une fois, selon la rivière, selon la saison, selon la turbidité de l'eau, il faut faire des tests, il faut essayer, puis il faut voir. Mais les imitations d'œufs sont réputées comme étant quelque chose d'utile. D'ailleurs, les gens qui pêchent au centerpin à l'appât naturel vont utiliser des œufs de poisson qu'ils vont placer dans des petits sacs en tissu, là, en genre de moustiquaire, là. Je sais pas comment dire ça. Ouais, je sais pas comment ça se nomme En anglais, non plus, ils disent en filet. En filet, ouais. En filet transparent ou coloré. Puis ils vont mettre des œufs de poisson dedans, justement parce que ça va stimuler ce même comportement. Sauf que eux, en plus, ils ont l'avantage, vu que c'est un appât naturel, d'avoir l'odeur. Fait que ça va encore plus stimuler le comportement agressif du poisson. Puis, il y a un point qu'on n'a pas parlé encore, mais ce qui m'avait frappé quand j'avais fait mon voyage au Steelhead, c'est de visiter les fly shops du coin. Vous allez visiter un fly shop à Montréal, à Rimouski, c'est toujours imprégné des rivières autour. Puis si vous allez, exemple, dans l'État de New York ou en Ontario, allez visiter le fly shop, regardez les mouches qui vendent. Premièrement, vous allez être surpris de voir des mouches complètement différentes que vous avez vues au Québec. Puis couleurs. Les couleurs, ouais, c'est drôle parce que à chaque fois que je m'intéresse à un type de montage de mouche d'une espèce différente, je me rends compte que j'ai plus aucune couleur de bonne dans mon équipement de montage. Fait que là, il faut que j'aille me chercher d'autres couleurs. Mais le Steelhead, c'est probablement un des meilleurs exemples. C'est des couleurs qui sont très vives. Ah, le rose, le mauve, le bleu, mais tu sais, un genre de bleu électrique. Comment il appelle ça? Kingfisher Blue, dans le terme de montage de mouche. Des couleurs comme, dépendant de la saison, là, le orange, mais tu sais, c'est des couleurs très très vives, alors que
généralement, au sommet atlantique, on voit des couleurs plus sombres, tu sais, le noir. Mais le noir, c'est efficace dans toutes les espèces, là, on va se le dire. Mais tu sais, on a des verts, des bleus plus foncés, des couleurs qui sont plus naturelles, qui sont issues de plumes naturelles. Dans la Steelhead, c'est vraiment teinture. Ultraviolet. Hein. Ouais, on est dans le gros flash, là. C'est hot, ça. Fait que faut-tu que tu t'habilles en fluo aussi pour matcher tes mouches? Ça peut être un truc, ça. Tu ressors ton avis de Skidoo 90. Ouais, t'as le droit. One Piece. Je peux-tu pêcher avec un One Piece de Skidoo? Si je peux pêcher avec ça, je m'en vais à Steelhead, c'est sûr. Là. Je suis parti. Ouais. Tu sais, les sauts de vue harnais là, des années 90. C'est parfait. OK, on recap ça. Bon, on recap à rien. C'était super bon. On y va avec ça. Moi, je pense à pêcher de la truite arc-en-ciel au Québec. Les rivières que j'ai alentour de Sherbrooke, je prendrais ma numéro 6. Je m'en vais d'un tributaire. Je prends ça encore ma numéro 6? Ben, c'est encore drôle, tu sais. Tu peux pêcher avec une 6. C'est sûr que si tu pêches, mettons, à l'hiver, là, où l'eau est vraiment froide, que le métabolisme du poisson est ralenti, ça se fait. Mais ça dépend toujours dans quelle perspective tu veux pêcher. Si tu veux faire du catch and release, de la remise à l'eau, puis de le faire de manière efficace, le but, c'est de toujours écourter le combat avec le poisson. Dans cette optique-là, je te recommande vraiment d'avoir une canne numéro 7 ou numéro 8 là, pour pêcher ça. Contrairement au sommet atlantique, tu n'as pas besoin d'aller plus haut que ça. Si tu arrives sur un tributaire du lac Ontario là, avec ta SP8 de 13 pieds, premièrement, tu vas trouver la rivière petite, puis tu risques de trouver le combat un peu moins le fun. Une canne à une main, numéro 7, numéro 8, une Switch 6, Switch 7, dépendamment de la technique que tu veux utiliser, c'est parfait. Les spés, ça commence à être un peu long, dépendamment de où tu pêches. Il y a des endroits, par exemple, sur la Salmon River, dans l'État de New York, qui sont assez gros là, pour pêcher avec une spé. Mais si tu pêches en Ontario, à moins que tu ailles genre sur la Credit, où là tu pourrais pêcher spé dans la région de Toronto, mais sinon là, si tu es à l'ouest, à l'est de Toronto, une canne à une main, c'est amplement suffisant. Qu'est-ce qu'une canne Switch peut nous apporter? On n'en a pas parlé tantôt, mais tu sais, je parlais de pêcher en swing. Ouais. L'avantage de la canne Switch, utilisée avec une tête Skagit courte, ça va te permettre de lancer efficacement en lancer roulé ou avec des Skagit cast, là, ou simplement un switch cast là, normal. Ça va te permettre de lancer des sink tips, fait que ça va t'éviter de mettre des split shots sur ta ligne. Ça va faire un swing qui est plus naturel sous la surface de l'eau, parce que la steelhead, c'est un poisson qui a tendance à regarder vers le bas là. Donc c'est sûr qu'il faut quand même swing. Quand tu pêches en swing, il faut swinger bas, puis il faut swinger lentement. Contrairement au sommet atlantique où on swing rapidement, il faut swinger lentement. L'avantage d'avoir un sink tip, c'est que ça ralentit vraiment le swing. Ouais. Parce que au lieu de swinger à la vitesse de surface du courant, ça va couper le fil de l'eau, puis ça va swinger à la vitesse du courant de fond. Donc, ça va vraiment ralentir ta swing. Donc, la Switch a vraiment un avantage à ce niveau-là. C'est aussi beaucoup moins fatigant de lancer à deux mains là, que de lancer à une main, on va se le dire. Quand tu fais des journées, surtout quand tu pêches au printemps, là, que le soleil se lève à 6h30 puis qu'il se couche à 8h30, 9h le soir, ben écoute, quand tu pêches plus que 12 heures dans ta journée, pêcher à deux mains, c'est vraiment moins fatigant. Par contre, moi, personnellement, je préfère vraiment pêcher à une main. Je trouve que ça me permet d'approcher toutes les techniques. Je peux pêcher en swing avec un sink tip, mais c'est sûr que je ne vais pas le pêcher en lancer roulé. Là. Je vais le pêcher en lancer traditionnel, là, overhead. Mais quand la végétation le permet, bien entendu. Là. Mais souvent, c'est des rivières qui n'ont pas trop des gros couverts végétals, fait que c'est possible de le faire. Sinon, ben, tu sais, toi, tu n'auras pas de problème. Là. Je t'ai vu lancer rouler, puis tu es capable de sortir un sink tip. Raph, il est bien correct. Ouais. Pour lancer, les techniques de lancer, c'est vraiment... Raph, t'es bien correct là-dedans. T'en pognes pas, mais tu lances bien. C'est ça. Mais l'avantage de la Switch, c'est ça. Tu sais, pour quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté que Raph, ça va être plus facile de sortir un sink tip de l'eau puis de le lancer en lancer roulé. Là. Fait que si t'as tu sais, souvent t'as des champs de blé d'Inde ou des arbres là, derrière toi, ou même souvent t'as des cassés de terre ou de roches, tu sais, qui sont... Le lit de la rivière est plus bas que le sol. Fait que tu marches puis tu sais, t'as comme une semi-falaise
de bouette derrière toi, fait que ça va te faciliter vraiment ton lancer avec une switch. Mais si tu es à l'aise dans une main, c'est amplement suffisant, c'est plus compact, c'est plus facile à traverser. Quand tu marches dans le bois avec une canne plus courte, c'est moins compliqué. Là. Le nymphing, tu fais ça avec une canne à une main ou à une switch? Ça se fait avec les deux. Si j'avais à le faire avec une switch, personnellement, là, si mettons, j'étais en train de pêcher, là, puis que je swing, puis je me rends compte que ça ne mord pas en swing, fait que j'essaie en nymphing, je retirerais ma tête de lancer, puis je mettrais un buddling directement sur mon running line, parce que le running line va avoir beaucoup moins de tension dans les anneaux. Ta tête de lancer est lourde, fait que si elle est rentrée dans tes anneaux, puis que tu veux avoir juste ton fil qui sort au bout de ta canne, elle va constamment tirer sur le fil, puis elle va faire remonter ta mouche du fond, fait que c'est pas l'idéal. Fait que j'enlèverais ma tête de lancer, je mettrais ça directement sur le running line, qui est de poids équivalent là, tout le long. Ce qui fait que je pourrais vraiment là, avoir une présentation qui est plus naturelle. Puis vraiment, là, le but, c'est de toujours être en tension sur sa nymphe. Parce qu'un poisson qui mord à la nymphe, il va pas l'attaquer comme quand il attaque un streamer. Là. Il n'est pas dans la même attitude de chasse. Il va rester en position, il va se lever délicatement, ramasser l'imitation d'insectes, puis redescendre. Fait que tout ce que tu vas sentir, c'est une légère tension. Tu vas avoir l'impression d'être pris dans le fond des fois. Là. C'est comme si ta nymphe arrêtait sur une roche. Fait que si tu veux bien sentir la prise de la mouche par le poisson, il faut que tu sois en tension. Là. On appelle ça pêcher en fil, en tension directe. Là. En tension directe, ouais, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis je vais me le prendre en note, parce que j'avais jamais pensé. Quand tu as une canne de spé, en plus, tu as la longueur d'une canne de spé pour faire du nymphing, une canne de 11 pieds pour une switch. T'enlèves ta tête, tu pêches, tu t'installes ton buddling sur ton running line, c'est génial, ça. Ouais, parce que si tu vois le monde pêcher en nymphe là, avec des têtes Skagit, là, ça fait des choses assez impressionnantes. Ça fait une swing. C'est assez spécial. La méthode Skagit, Bobber, Pulaski, là, c'est assez particulier. Mettons qu'on... C'était fou raide, là. Ce que je viens d'entendre, c'était fou raide, c'était technique, il y avait du jargon, il y avait du contenu. Je vais juste m'assurer qu'on fait suivre tout le monde, que mettons que monsieur et madame tout le monde qui ont pêché à la mouche 3 fois peuvent comprendre ce qu'on vient de dire. Comme souvent, moi puis Luc, on se dit, si moi je capote, ça va pas bien. C'est nous autres, on est comme, alright, c'était malade, on se fait dire, il faut quand même... On va juste rediriger ça. J'aime ce que tu as dit, puis au lieu de tout expliquer ça, je suis vraiment content de ce que j'ai entendu. Ça me fait capoter ben raide. Très bon truc que tu as donné là. Si tu avais, mettons, pour tout le monde, un kit, une main ou 2 mains, c'est toi qui décides, un kit, là, je veux essayer ça, moi, aller au C-LED, parce que là, ça avait de l'air compliqué, mais je pense que ça peut être pas compliqué. Là. Bon, moi, là, puis en plus, ce que je vais te dire, c'est même pas le kit que j'utilise, ok? Parce que, il arrive un moment donné... il y a du monde qui sont pas limités, mais moi je suis limité dans ma capacité d'achat, là. Fait que je peux pas avoir tous les kits que je veux. Si j'avais un kit à utiliser, j'utiliserais une canne numéro 7 de 10 pieds parce que ça me permettrait d'avoir une meilleure distance. Puis pour le nymphing, plus on a de longueur, mieux c'est. Donc j'aurais une canne à une main numéro 7. Évidemment, j'aurais un moulinet capable d'acquérir une soie 7 régulière avec un frein relativement performant. Pas obligé d'être un frein scellé, on n'est pas en eau salée. Donc, un moulinet d'entrée de gamme serait amplement suffisant du moment où le frein est assez smooth et qu'il ne donne pas de coups quand le poisson part. Parce que la steelhead, c'est un poisson acrobatique. C'est un poisson sportif. Donc, c'est un poisson qui peut te dérouler de la ligne. Si ça donne des coups, tu risques de briser ton leader. J'utiliserais une soie weight forward avec la concentration du poids vers l'arrière de la tête de lancer, un peu comme une configuration d'une tête spé, pour permettre des bons lancers roulés, puis pour permettre d'avoir quand même des bons lancers overhead. Pour le leader, j'utiliserais un fluorocarbone 10 livres, puis ben là, pour les mouches, j'utiliserais plein de mouches. Un 10 livres continu. Un 10 livres continu, ben c'est sûr qu'en nymphing, moins il y a de nœuds. Ben, tu sais, un nœud, c'est toujours un maillon faible. Là. Fait que dans la mesure où la personne qui écoute le podcast en ce moment n'est pas 100% sûre de la qualité de ses nœuds, t'es mieux d'y aller en continu. Ça va affecter un peu ta précision de lancer, mais on n'est pas dans une pêche de précision comme quand on pêche une truite à la sèche là, avec genre une petite sèche numéro 14 que là, ça va être difficile à faire rouler le bas de ligne. On pêche généralement avec des mouches qui ont un peu de poids. Des fois,
soit que les mouches ont du poids, donc elles vont tirer naturellement sur le bas de ligne, ou soit qu'on va mettre des split shots. Fait que de toute façon, on brise l'action de notre leader là, en mettant du poids sur les mouches. Fait que moi, j'y vais avec un 10 livres continu. Cool. Fait que j'amène... moi, je me réveille demain matin. Je me sens comme une personne avec du budget parce que j'en ai une 7 de 10 pieds. Fait que je me considère comme une personne non limitée. Bon, fait que j'amène ma 7 de 10 pieds. J'ai un moulinet smooth. Je vais mettre du bas de ligne de 10 livres. Tu as parlé de split shot. Des split shots, c'est des plombs qu'on pince à l'aide de pince. C'est juste pincer sur le bas de ligne. Ça m'en prend-tu des vraiment gros? Ça m'en prend-tu des super gros, des petits, des moyens? Moi, personnellement, j'aime pas tant les gros split shots. Je préfère avoir des petits split shots puis en ajouter plusieurs en fonction des besoins. Comme ça, dépendamment de la vitesse du courant, de la profondeur de la fosse, je peux en ajouter ou en retirer. Si tu as des trop gros split shots puis que tu te retrouves dans une eau qui est lente, par exemple une fosse profonde où l'eau est lente, ta mouche, elle bougera pas. Tu vas te retrouver à juste jigger le fond, là. Puis tu veux pas que ça fasse ça. Fait qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre un petit split shot ou deux. Puis même en courant lent, ça va dériver. Puis dans un courant plus rapide, tu peux en rajouter 4-5. Puis ça va faire que ton fil va vraiment là, rouler sur le fond. Fait que ta présentation de nymphe... généralement, quand je pêche avec des split shots, c'est pour des imitations d'œufs. Parce que ma nymphe, je vais la pêcher en nymphing, là, donc en fil tendu. Mais ton imitation d'œuf va se promener lentement au fond, comme un œuf qui se serait détaché d'un nid, puis qui va frapper sur les roches au fond, au fil du courant, puis qui va juste se promener dans le fond. Là. Puis les split shots, ce serait peut-être bon à préciser. Il y en a qui sont faits pour la pêche en mouche, sont généralement un petit peu plus petits que ceux qu'on retrouve au lancer léger. Hein. Ouais, d'ailleurs, je m'amusais à... Je dis ça de même, là, mais je m'amusais à regarder le magasin en ligne de Shore Fishing aujourd'hui. Puis ils ont, je sais pas comment ça s'appelle, là, je me souviens plus du nom, mais ils ont un genre de paquet de split shot, là, c'est 2 grosseurs. C'est Blackbird. Blackbird split shot. Ils appellent ça Steelhead split shot d'ailleurs. Mm-hmm. Je sais pas si Blackbird ils appellent ça comme ça, mais il y a d'autres fabricants qui font un produit semblable. Ils appellent ça Fly Fishing Steelhead Split Shot. C'est exactement pour ça. Les gars qui pêchent au centerpin aussi vont utiliser ce type de split shot-là pour balancer leur flotte. Parce que chaque flotte a un... On parlera pas de centerpin, là, mais bon. Ouais, non, abandonne ça, là, c'est assez, là. Je t'en laisse... Non, c'est assez, là. Tu sais, je suis correct, prof t'es un d'anglais. craqué. C'est parfait, t'es un craqué, c'est magnifique. Donc, c'est pas compliqué, là, tu sais. Si c'est écrit Steelhead Split Shot sur le pot, c'est ça que t'achètes. That's it. That's Le it. marketing, ils ont compris des affaires. Tu peux aussi utiliser des split shots traditionnels. Là, comme il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je préfère des plus petits qui ont pas de... Tu sais, des fois, ils ont des petites ailettes là, pour pouvoir les défaire de la ligne. Là. Mm-hmm. Je préfère quand il y a moins d'ailettes, parce que quand il n'y a pas les ailettes, là, quand ils sont juste ronds, parce que c'est moins accrochant au fond. Fait qu'ils vont rouler plus naturellement sur le fond. Mais tu sais, encore là... On est dans des détails techniques. Là. Quelqu'un qui a une coupe de split shot dans son coffre à pêche à la maison puis que ça lui tente d'aller essayer ça, il est capable de le faire. T'sais, le pire qui va arriver, c'est qu'il va s'accrocher une coupe de fois au fond puis c'est pas dramatique. Là. Ah, il va passer une belle journée quand même. Puis tu sais, là, il y a tellement... C'est fou. Je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est relativement accessible comme poisson. Là. Ouais, écoute, là, depuis tantôt, je dis des trucs assez techniques là, puis je donne beaucoup de détails, mais tu peux aller là avec ta canne numéro 7, numéro 8, 9 pieds, 10 pieds, on s'en fout. Avec ta soie, qu'on sait pas c'est quoi, que c'est pas important. Tu mets du bas de ligne. Si t'as pas de fluorocarbone, tu mets du monofilament, 10 livres, 12 livres. Tu te mets un Willy Bugger plombé, là. Puis là, tu swings ça lentement dans les fosses, là. Puis comme... Si tu mets assez d'énergie puis assez de temps... éventuellement, Raph, tu vas en pogner un. Le Wally Burger. hey, ça, c'était bon comme commentaire. J'ai aimé ça que t'en aies ça. Bon, parfait. Fait que là, tantôt, j'ai fait un petit recap de la mouche. Il manquait de l'équipement, il manquait juste des mouches. Fait que là, j'amène un Woolly Bugger plombé, puis je mets beaucoup d'énergie. Mettons que j'en voudrais 5 mouches, il m'en manquerait 4. Parce que, mettons que la Wally Burger fonctionne pas pour moi, là. Tu sais, quand je dis Woolly Bugger, ce que je veux vraiment dire, c'est Egg Sucking Leech, là. C'est, dans le fond, c'est un Woolly Bugger, mais avec une tête plombée qui est de couleur vive, là, orange ou rose, là, comme si c'était une sangsue qui mangeait un œuf de poisson. Fait que, comme ça, on peut la pêcher comme un œuf, en dead drift ou en bottom bouncing, puis on peut la pêcher en swing aussi. Tu sais, ça devient une mouche excessivement versatile. Puis pas seulement dans les tributaires du lac Ontario, là. Mon partenaire de pêche, Charles, puis Gab Lavoie aussi,
Quand on est allé au BC, les 3 ensemble, ils ont pogné les 2 plus grosses stylettes du voyage sur une belle grosse egg sucking leech noire avec un bead orange. Là. Tu sais, ça reste une mouche qui est ultra versatile. Tu sais, le monde, il pêche ça à l'achigan, il pêche ça à truite, il pêche ça à la stylette. Ça fonctionne. C'est une mouche qui est... Je pêche ça au saumon. Mais pas avec une grosse bille orange, par exemple. Non, pas avec une bille. Ben, ça peut être une bille pas plombée. Là. Ouais, c'est ça. Le droit d'une bille pas plombée. Mais bon... Parce que j'avais oublié le bout qui était plombé. Ah non, c'est correct. Mais si on parle après, moi, ma mouche favorite, là, tu sais, favorite of all time, excusez mon accent en anglais, c'est la Hobo Spey. C'est une mouche qui est pas montée directement sur hameçon, c'est une mouche qui est montée sur shank. Donc, on a comme un shank, là, sur lequel on a un fil de métal avec un hameçon qui est posé sur le fil de métal. Dans le fond, c'est comme une hampe. Une hampe. Pas de croc. Ouais, exactement. Ouais. Puis dans le fond, l'hameçon, ce qu'on va ajouter, c'est un hameçon de type octopus, là, qui est avec l'œillet relevé vers le haut. Puis on va passer une boucle de fil de métal dedans. On va attacher le fil de métal sur notre œillet, ce qui fait que l'hameçon va se retrouver dans la queue de la mouche au lieu d'être au milieu du corps. Puis je dis fil de métal, pourquoi? Parce que lorsque... il y a des gens qui mettent, par exemple, du dacron, là, du backing pour attacher le fil. Le problème avec ça, c'est lorsque le fil est mou puis que le poisson vient de l'attaquer, ils ont tendance à aspirer l'hameçon puis se piquer profondément dans la gorge. Fait que si on veut éviter ça, il faut vraiment avoir un fil qui est rigide pour que on diminue l'effet d'aspiration. Donc, ils vont se piquer sur le bord de la bouche. Dans la mesure où vous voulez faire de la remise à l'eau, c'est l'idéal. Si vous voulez conserver vos poissons à ce moment-là, vous faites comme vous voulez. Mais, tu sais, personnellement, quand j'ai à conserver un poisson, je veux pouvoir le choisir. Donc, tu sais, j'essaie de remettre les géniteurs à l'eau. J'essaie de remettre les poissons trop petits à l'eau. Donc, je veux pouvoir le choisir. Dans cette optique-là, je pars toujours dans une optique de remise à l'eau. Fait que la Hobo Spey, en fait, c'est quoi? C'est une mouche qui est montée sur un shank. On va avoir un cul qui est de couleur vive, soit bleu, soit rose. On va faire un corps en dubbing avec un hackle de coque. Puis on va mettre une collerette en marabout, généralement 1 ou 2 couleurs. On peut mettre par exemple du noir sur bleu, noir sur rose. Puis les pointes de marabout vont venir danser là, sur le bord de l'hameçon. Puis dans le fond, c'est comme une variante de la populaire Intruder, mais en beaucoup moins agressif. Fait que pour les grands lacs, on n'est pas comme dans les mêmes conditions qu'en Colombie-Britannique. Fait que la Hobo Spey, c'est vraiment ma favorite. Surtout lorsque les stylets sont agressifs et sont en mouvement. Là. C'est une mouche que j'aime vraiment beaucoup. En nymphing, je vais favoriser les Prince Nymph. Plus particulièrement ce qu'on appelle les Psycho Prince, là, avec des hotspots de couleur soit mauve, soit rose. Quelque chose d'un peu flashy. J'ai eu beaucoup de succès là-dessus dans les dernières années. La traditionnelle Stonefly, Golden Stone, ou Black Stone, là, dépendant. Mais moi, je pense vraiment plus la Golden Stonefly. Ça reste, la truite arc-en-ciel, ça reste une truite arc-en-ciel, là, que ce soit steelhead ou non. Donc, même si généralement elle va manger du poisson, elle peut manger des insectes. Quand on pêche dans des rivières où il y a de la stonefly c'est toujours efficace. Il y a des larves de stonefly présentes pratiquement à l'année là, dans les rivières. Fait que ça reste quelque chose de bon. Puis en plus, quand on pêche la steelhead tard là, à l'automne, puis même en hiver, des fois on tombe sur les montaisons de grosses truites brunes des grands lacs. Puis une truite brune, ben ça mange des stonefly. Fait que si tu prends pas de steelhead, tu vas peut-être prendre une grosse truite brune. Fait que c'est comme un bonus, tu sais. Ouais, ça c'est un bon bonus. Puis comme j'ai dit tantôt, les imitations d'œufs aussi, là, tu sais. Mais l'imitation d'œufs, moi, tu sais, personnellement, c'est comme un dernier recours, là. C'est pas le bottom bouncing, c'est vraiment pas ma pêche de prédilection parce que, tu sais, c'est une pêche qui est lente. Puis t'es vraiment en contact avec le fond, tu sais. Fait que t'es souvent accroché, puis... C'est vraiment pas ma pêche préférée. Fait que mais c'est efficace, tu sais. Mais chacun ses priorités. Là. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment besoin de prendre un poisson pour avoir du fun sur la rivière. Là. Fait que j'aime mieux pêcher en swing puis avoir, tu sais, la grosse attaque puis bang! Ça fesse que pêcher en bottom bouncing puis à un moment donné, c'est comme, je suis pris dans le fond. Ah non, ça tire, j'ai un poisson, tu sais. C'est ça. Je commence à être équipé, là, pour aller... Mettons que j'ai tout ça, là. Ouais, si j'ai tout le contenu du podcast, je vais probablement être un professionnel du steelhead et non un débutant. Mais si j'amène tout ton setup, d'après moi, je pense que si j'écoute ça, j'ai une bonne idée de ce qu'il faut que j'amène pour prendre
un steelhead. Un poisson qui est incroyable. De ce que j'en comprends, de ce que vous m'avez dit, c'est un rush. Là. Ça va te donner une ride. Là. Ben, écoute, tu sais, si on parle, mettons, de la steelhead des Grands Lacs, c'est dur à comparer avec un saumon atlantique dans le sens où, on n'est pas dans la même dimension de rivière, là. Mais par expérience, je peux dire que c'est nettement plus puissant qu'une Wananiche, par exemple. Si on compare là, grosseur de rivière, poisson qui vit dans un lac, qui remonte dans les rivières, poisson qui vit dans un lac, c'est plus combatif qu'une Wananiche. C'est peut-être autant spectaculaire qu'une Wananiche. Ça va sauter, ça va faire des allers-retours, ça va monter les rapides, ça va descendre les rapides, ça va aller vers le fond. C'est un poisson qui est exceptionnel. Comme je l'ai dit tantôt, je prends pas de saumon, fait que je peux pas parler du saumon, mais quand j'ai pris des steelheads en Colombie-Britannique, par contre, ça, écoute, tu shakes, là. Genre, quand ça mord, là, tu sais, puis on pêche avec... moi, je pêchais avec une numéro 8 13 pieds, là, une canne de Skagit, numéro 8 13 pieds. C'est fort, là. Une 8 de 13 pieds à 2 mains, c'est fort comme canne, là. Ouais, à titre indicatif, là, ça lance une tête Skagit 600 grains avec un sink tip T11, là. Wow. T11, c'est lourd, là, quand même. C'est pas très lourd, mais c'est lourd pareil. Puis, tu sais, on lance des hobo speed de 3 pouces et demi de long avec des hameçons, tu sais, des hameçons numéro 2 accrochés après un fil de métal sur un shank. Ils appellent ça des heavy shanks là, qui sont faits pour caler. C'est du gros stock, là. Ouais, puis quand ça te ramasse, là, écoute, ça prend une seconde d'écart, là, t'es dans le backing. Là. Wow. C'est assez incroyable. Puis, tu sais, c'est pratiquement instantané. Puis c'est pratiquement toutes les steelheads que j'ai pris au BC qui m'ont amené dans le backing. C'est comme... C'est un poisson qui est acrobatique. C'est pas un poisson que tu vas combattre pendant vraiment longtemps. Tu sais... 3-5 minutes, ton combat est fini là, quand c'est une grosse, tu sais, puis peut-être 1-2 minutes quand c'est une plus petite. Mais pour ces minutes-là, tu t'en as pour ton argent. Là. C'est assez intense, là. C'est le fun. Ah, c'est capoté ben raide. Puis tu sais, on a quand même... moi, je vois beaucoup de gens aller pêcher ça, puis même dans chez Codal, je vois la moitié de nos instructeurs qui se déplacent pour aller pêcher ça. Fait que je me dis, ben ça doit être quand même... Peux-tu bien me dire pourquoi moi je me déplace pas pour aller pêcher ça? T'sais? Ah, ça doit être incroyable. Il va falloir que je finisse par comprendre que c'est quand même assez cool. J'ai aussi envie de vous dire que j'ai l'impression que notre sujet pour aujourd'hui est assez complet. Oui, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Fait que, comme qu'on a dit au Muskie, avec Benoît Deslandes, quand nos invités au podcast là, on a encore des t-shirts, on va essayer de leur en donner. On a donné à Guillaume, donc il est obligé de le porter à tous les jours, à partir de maintenant. À l'école. Oui, à l'école aussi. Tous les jours, Guillaume doit porter son t-shirt du podcast Codal. Les autres émissions, je vous ai aussi invité à aller nous suivre, à liker nos affaires, à nous suivre peu importe la plateforme Spotify, Balado, Google, iTunes, YouTube, puis à liker tout ça. Cette semaine, je suis écœuré de demander, j'oblige le monde. Vous êtes obligés d'aller nous suivre là-dessus, ça aussi c'est obligatoire. Et vous êtes obligés d'aller liker la page à Guillaume de Pound Pêche à la Mouche Québec. Donc, ma gentillesse est finie, c'est assez. Non, je vous laisse. C'est super cool. Donc, si vous ne suivez pas cette page-là, c'est une mine d'or d'informations. C'est le groupe Facebook que je suis où les gens sont le plus respectueux, qui sont le plus pour le partage, qui sont le plus pour l'entraide. Et je sais qu'il y a des heures d'ouvrage de la part des administrateurs là-dessus. Fait que allez suivre ça. Ça va être malade mental. Et Guillaume, t'enseignes sur la Rive-Sud, si je me trompe pas? Ouais, j'enseigne à l'école secondaire le Carrefour à Varennes, français, 2e secondaire. Mettons, version pêche à la mouche. Hein? T'enseignes chez Codal aussi, dans la région de la Rive-Sud. Ouais, effectivement. Ouais, je suis... C'était bon. Là, j'ai essayé de te plugger pour que tu vendes des cours en passant. Ah, mais ça a pas marché pendant tout. Tu vois comment je suis, j'ai pas compris pendant tout. Ouais, c'était malade. J'enseigne la pêche à la mouche. J'enseigne les cours d'introduction à la pêche à la mouche pour Codal sur la Rive-Sud de Montréal. Plus précisément dans la région de Mont-Saint-Hilaire à Tobern Park. Fait que ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller
booker des cours pour l'an prochain, je suis disponible. Ça va arriver parce que, encore une fois, on book encore plus de cours qu'on a booké il y a 3 semaines. On a déjà des inscriptions pré-saison. Ouais, c'est incroyable, la liste, ça se rallonge de jour en jour. J'étais un peu... j'étais excité, c'est cool. Raph, il pensait avoir un petit bout de congé. Mais Jamais. Non, t'en as pas de congé, Raph. C'est pas le temps d'avoir des congés. Mais sérieux, merci Guillaume. Je vais réécouter le podcast, non seulement à montage, mais pour mon apprentissage. Puis je vais t'envoyer une photo quand je vais avoir Prince T là d'un jour. Alright, puis écoute, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, là, puis des fois, je pars dans mes affaires, puis le monde peut se perdre un peu, mais n'hésitez pas à venir me trouver là, sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de stock aujourd'hui, puis des fois, je suis comme un passionné, fait que ça sort tout seul, puis je m'en rends pas compte, mais posez-moi des questions, je suis là, puis si je vous réponds pas immédiatement, je vais vous répondre éventuellement, ça c'est sûr. Donc, parfait. Fait que Guillaume Morin est un peu partout. Puis là-dessus, la gang, bonne fin de semaine.